Oui, parfait. Alors, on commence avec l'historique développement du réseau de l'appui. Alors, comment est née toute cette idée, finalement, de mettre en place un réseau d'appui au Québec? Alors, en 2007, d'abord, il y avait une grande consultation publique sur les conditions de vie des aînés auxquelles participaient 4000 personnes au Québec, quand même. Et de cette consultation-là, en fait, est né un rapport. Et un des objectifs principaux qui en était ressorti, c'était en fait de soutenir les personnes les plus vulnérables et leurs proches en favorisant davantage le soutien à domicile, dont le proche aidant sera le pivot. C'était une idée centrale à l'époque et c'est ce qui a fait naître finalement le réseau des appuis en 2009 déjà. Un projet de loi, le projet de loi numéro 6, qui était voté unanimement par tous les élus à l'Assemblée nationale, tout le monde était d'accord pour la création d'un fonds de soutien aux proches aidants d'aînés, un fonds de soutien de 2 millions qui est sur 10 ans, qui est un partenariat entre... j'ai dit quoi? J'ai dit 2, excusez, c'est pas ça parce qu'on n'irait pas très loin. 200 millions sur 10 ans, qui est vraiment un beau partenariat entre le gouvernement du Québec, 150 millions, 50 millions de la famille Chagnon. Alors, ce fonds-là, qui, comme vous le savez, est distribué à 75 pour des proches aidants d'aînés qui ont soit la maladie d'Alzheimer, autres maladies apparentées, et 25 de proches aidants d'aînés qui souffrent d'autres maladies qui compromettent leur maintien à domicile. Alors, très vite, pour mettre sur pied et atteindre les objectifs du fonds, on crée la Société de gestion pour le soutien aux proches aidants, qui est appelée communément, dans la vie de tous les jours, l'appui national. Alors, 2010, on crée déjà 3 appuis en projet pilote, avec 3 modèles différents. La Montérégie, les Laurentides, le Bas-Saint-Laurent. En 2011, on lance le portail web. Alors, c'est un portail web. C'était la première fois, finalement, qu'on nous mettait publiquement sur la map. Un portail web à la fois qui parle de l'appui national, mais un portail qui offre une page, un site pour toutes les régions du Québec. C'était une année 2011 qui était faste en rencontres de toutes sortes et en kilométrage pour ceux qui l'ont connu, qui se sont promenés d'une région à l'autre. Alors, on crée déjà en 2011 le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Laval, l'Abitibi-Témiscamingue, l'Estrie, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, ça vaut la peine de les nommer chacun, Capitale-Nationale, le Centre du Québec, Montréal, la Gamésie, la Mauricie et la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. 2012, lancement déjà à l'automne de la ligne Info Aidant. C'est une ligne, comme vous le savez, une ligne d'écoute, d'information et de référence. Nous avons lancé aussi en même temps la ligne nationale, mais aussi 13 lignes régionales. Il y a 4 régions qui ont choisi, il y a 2 régions qui n'ont pas de ligne comme telle parce qu'ils avaient des petits budgets. Donc, ils ont fait le choix, en fait, c'est l'appui national qui répond pour ces régions-là. Et avec 2 formules, en fait, c'est soit la ligne Info Sociale, je ne vais pas me tromper, qui répond. Je ne sais pas, vous m'entendez toujours quand je recule du micro? Vous ne m'entendez pas, hein? Donc, il faut vraiment que je reste comme ça. Je vais baisser peut-être un petit peu le micro, ça va être mieux. Bon. Alors, il y a Chaudière-Appalaches, donc c'est les acteurs locaux qui répondent, et le Bas-Saint-Laurent, donc c'est la ligne Info Sociale qui ont pris le mandat de la ligne. 2012, alors, on crée les 2 derniers appuis, la Côte-Nord et l'Outaouais. 2013, nous avons complété le réseau, 17 appuis régionaux, et nous avons une entente de conclure avec le Nunavik. Il reste une entente à conclure, soit les terres cries de la baie de Chêne. Pourquoi des ententes? C'est bien sûr que dans ces 2 territoires, il n'y aura pas comme tel d'appuis régionaux constitués avec un conseil d'administration comme les autres. D'une part, parce que ce sont des plus petits budgets, mais aussi parce que ce sont ces territoires-là qui ont décidé de fonctionner de cette façon-là, selon les communautés. Donc, 2013, on a déjà en année d'opération des appuis. Nous en avons 4 en première année, 10 en deuxième année, excusez, et 3 déjà en troisième année. C'est ce qui constitue nos premières années et l'historique. Maintenant, je passerai rapidement, je vais rappeler les mandats, mandat de l'appui national et mandat des appuis régionaux. Le mandat de l'appui national, c'est bien sûr, vous le savez, surtout de gérer les fonds, le fonds de soutien.
mais c'est beaucoup aussi de mettre sur pied les appuis régionaux et de les soutenir. C'est aussi le service conseil, donc je vous rappelais tantôt la ligne Info Aidant, qui est animée au national par une conseillère principale aux proches aidants. Cette conseillère-là s'occupe aussi du suivi clinique de l'ensemble des conseillers aux proches aidants des régions, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et bien sûr, on s'occupe de maintenir le site Web. Les appuis régionaux, leurs mandats principaux maintenant, c'est de mettre en place une ligne Info Aidant. Comme je vous disais, dans les 13 régions où il y a eu des lignes nationales de créer, en fait, dans chacune, c'est un conseiller aux proches aidants qui est formé, qui a développé une expertise dans le domaine des proches aidants pour les aînés, qui sont capables d'apporter une réponse très spécialisée. Le rôle aussi de ces conseillers aux proches aidants-là, c'est vraiment d'établir aussi des contacts avec les réseaux, de développer une connaissance fine des territoires, aussi de mettre à jour leur bottin des ressources pour être capable de encore mieux référer les proches aidants, de faire de la référence mutuelle aussi avec les organismes, donc d'échanger. Ils ont aussi pour mandat, les appuis régionaux, de faire de la mobilisation, de la concertation et enfin, financer, bien sûr, les services aux proches aidants dans les domaines de l'information, de la formation, du soutien psychologique et du répit. Maintenant, si on entrait dans chacun des mandats, nous allons vous donner un petit bilan de ce que nous avons fait depuis les 3 ou 4 dernières années. D'abord, bilan des appels. Ce matin, on ne pouvait pas vous donner l'ensemble des appels qu'on a eus pour l'année. On voulait vous faire un petit comparatif. Alors, juste comme je vais vous faire un petit sondage comme ça, qui a vu les annonces à la télévision de la ligne Info Aidant? C'est quand même une grande majorité. Peut-être que ça prouve aussi que notre campagne a très bien fonctionné. Donc, le petit bilan des appels, ce que ça donne pour faire un comparatif. Donc, avant la campagne, soit pendant 4 mois, du 1er octobre au 31 janvier, on recevait 875 contacts téléphoniques. Et pendant la campagne, soit pas tout à fait un mois, on recevait 879 contacts téléphoniques. Donc, on a quadruplé, en fait, les appels en très peu de temps. Bien sûr, la campagne est sur 3 mois. On n'a pas encore le bilan. Après la campagne, on va faire une analyse très fine aussi des impacts réels de la campagne et puis aussi, ça va nous donner des pistes d'action pour savoir comment on va continuer, enfin, de publiciser la ligne et les services. Au niveau de la mobilisation et de la concertation. En fait, la mobilisation et la concertation qui s'actualisent beaucoup, d'abord par les conseils d'administration. Vous savez, vous êtes ici, l'ensemble des partenaires qui étaient concernés par les proches aidants d'aînés sont sur les conseils, donc se concertent, se parlent. Guillaume, je vais te prendre un petit peu le champ. Donc, on se concerte aussi par les forums régionaux. Dans plusieurs régions du Québec, il y a eu des forums régionaux qui ont rassemblé l'ensemble des partenaires du milieu. On rassemble les partenaires du milieu, pourquoi? Pour parler des besoins, des services, pour s'arrimer, pour trouver des solutions ensemble. Plusieurs régions l'ont fait déjà. Comme par exemple, je me souviens, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a fait un forum régional dès ses débuts. On mobilise aussi par des processus d'appel dans les régions. Les gens rassemblent aussi les partenaires, présentent des portraits régionaux. On fait de la diffusion d'informations. On fait des grandes rencontres thématiques, par exemple, sur les pratiques prometteuses. J'essaie de vous donner des exemples rapidement. Les appuis régionaux sont sur des instances de concertation partout au Québec et aussi souvent dans des rencontres individuelles. Parce qu'il faut vous dire, par contre, que dans toutes les régions, chacune a ses particularités. Parfois, les distances sont grandes et c'est pas toujours possible de faire des grandes rencontres, des grands forums et de rassembler tous les partenaires. Alors souvent, ça va être la DG qui va partir et qui va aller rencontrer les partenaires, qui va les mettre ensemble, qui va faire des arrimages. Au niveau de la mobilisation de la concertation à l'appui national, en fait, on a créé la table de concertation nationale des aidants, où c'est une table interministérielle où siège également le RUIS et la
l'Agence de santé de Montréal. Nous avons aussi fait des rencontres de grands partenaires nationaux, les grands regroupements, les partenaires nationaux. Nous avons aussi mis sur pied le comité des pratiques prometteuses. Le comité des pratiques prometteuses où siègent des chercheurs, des ministères, des organismes, des regroupements, etc. On a mis aussi sur pied le comité des acteurs nationaux de ligne d'écoute. Et là, en fait, je vous nommerai très brièvement, je pense qu'il y en a déjà aussi des gens qui sont dans la salle. À l'initiative de l'appui national, c'était une première. En fait, on a mis sur pied un comité où les acteurs peuvent se parler, arrimer leurs services, faire de la référence, se connaître aussi, parce qu'on s'est rendu compte peut-être qu'on ne se connaissait pas autant qu'on le pensait. Alors, sur ce comité-là, siègent entre autres Suicide Action Montréal, la ligne Aide à but aîné, le Carrefour d'information aux aînés, l'Association des centres d'écoute du Québec et j'en passe. Il y en a plusieurs d'autres que je n'aimerais pas ici parce que je n'ai pas le temps. Et le dernier mandat, et peut-être le plus important, sans discréditer les autres, nous avons financé de 2011 à 2014 déjà 232 projets. Comment s'est échelonné ces 232 projets? Alors, c'est sûr qu'on a commencé tranquillement. Il fallait mettre sur pied les appuis, mobiliser les partenaires, faire les portraits, trouver les besoins, identifier les priorités. Nous avons donc financé en 3 ans 233 projets. En 2011-2012, ça commençait tranquillement. On a financé 26 projets pour 522 000 $ et quelques. En 2012-2013, on finançait 55 projets pour plus de 2 millions. En 2013-2014, on finançait 151 projets pour 461 000 $ et quelques. Et comme dit l'animateur, si la tendance se maintient, nous allons aller en progression. Ce qui fait que de 2011 à 2014, nous avons déjà décaissé ou nous avons investi pour 9 346 318 $ pour ces 232 projets. Et de 2014 à 2017, nous avons déjà des engagements pour même plus. Nous avons des engagements pour 9 979 622 $. Et ça, c'est pour 6 régions. Donc, c'est dire qu'il y a encore 11 régions qui n'ont pas procédé à des appels pour ces années-là, qui n'ont pas engagé. Donc, il y a encore beaucoup de projets à venir pour les prochaines années. Ce qui fait un total maintenant qu'on peut vous dire qu'on a déjà investi de plus de 19 millions de $. Comment se sont distribués ces services-là en type de service? Alors, très rapidement, les services en dollars, ça s'est distribué 33 % en répit, 25 % en soutien psychologique, 23 % en information et 19 % en formation. Ici, les chiffres que vous avez, ce ne sont pas des chiffres avec un service unique. On a souvent des projets qui sont multiservices qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils vont offrir à la fois un projet de l'information, de la formation, mais pour nos statistiques, ce qu'on a pris ici, en fait, c'est dans le projet la majeure du service. Donc, on n'était pas capable de vous donner des données croisées. Alors, ce qu'on retrouve, vous allez voir, on retrouve le répit en première place en argent. Pourquoi? Parce que le répit, ça coûte très cher. Donc, c'est le service qui coûte le plus cher. Si vous le regardez, par exemple, en nombre de projets, c'est très différent. C'est 27 % en information, 26 % en soutien psychologique, puis là, le répit qui tombe à 24 %. Donc, il y en a moins en nombre, mais en argent, ça coûte plus cher, comme je vous le disais tantôt, et 27 et 23 % en formation. Et la dernière statistique, la dernière statistique, mais la dernière diapositive, où est allé l'argent, dans quel type d'organisme nous avons donné les fonds. Alors, en première place, on a la Société Alzheimer, 32 % des fonds. Excusez, comment on fait pour revenir? Excusez-moi. 32 % c'est ce qu'on avait fait une animation, puis ça a changé. Donc, les sociétés Alzheimer, 32 %. Les associations d'aidants, en deuxième place, à 29 % des fonds. Les centres d'action bénévole, 15,7 %.
Les autres organismes, ça peut regrouper divers types d'organismes du domaine, par exemple, plusieurs maladies physiques, mais ça peut être le Parkinson, ça peut être c'est des divers types d'organismes qu'on retrouve moins souvent, donc on n'a pas catégorisé. On les a mis dans haute, c'est 9,7 % Les SR, les coop, et peut-être pourquoi ils sont à 9,5 % On a commencé peut-être, comme vous le savez, plus tard le répit, parce qu'ils offrent du répit. La majeure partie. On a commencé un peu plus tard dans les années parce qu'on a été plus prudent au début sur le répit. Puis de toute façon, il fallait commencer par informer. Donc, on a commencé beaucoup par informer, former les proches aidants. Par la suite, on a embarqué très rapidement sur le répit. Et en dernier, bien, vous avez les OBNL aînés à 3,9 %. Alors, je vous dirais, c'est tout ça qu'on a fait en environ 3-4 ans, dépendamment comment on le calcule, parce que les premiers appuis étaient sur pied en 2010. Alors, c'est tout ça qu'on a fait, mais c'est tout ça grâce, pas à une personne. Comme disait M. Boivin tantôt, c'est pas grâce à un groupe de personnes non plus. En fait, c'est grâce à tout le monde qui est ici dans la salle. C'est de tous les secteurs, de tout, en fait, de tous les réseaux, de toutes les régions. On peut dire que c'est vraiment l'ajout ou le cumul de tout ce qu'on a fait, en fait, qui a été possible. Et moi, j'ai envie de vous dire ce matin, merci. Merci d'avoir été à notre rendez-vous qu'on vous avait donné il y a 4 ans. Merci. Merci, Chantal. Est-ce que vous m'entendez bien? On s'était réparti le temps 15 minutes, 15 minutes. J'en aurais dû faire 20-10. Pauvre toi, t'as été rushé. Il reste plus 15 ou 10 minutes? 10, d'accord. Donc, ça devrait bien aller pour le reste. La deuxième partie de la présentation, c'est les statistiques. On m'a donné des statistiques à présenter. On a fait l'analyse de 70 projets qui ont été financés dans le cadre des premiers appels de projets là, dans les diverses régions. Le but était de dresser un portrait synthèse des partenariats qui sont établis dans les projets financés. Qui travaille avec qui, quel type de partenariat, collaboration est établi dans les projets. Il n'y a rien de scientifique. C'est quand même une analyse qui est, mais même si ce n'est pas scientifique, c'est quand même intéressant. C'est une analyse qui a été faite à partir des formulaires de soumission de projets, de 70 donc projets. À ce stade-ci, on aurait bien voulu le faire avec des projets réalisés, mais le nombre aurait été insuffisant pour la reddition de comptes. Ça viendra dans les années qui viennent, mais quand même, on a ce qui est, dans ces projets-là, ce qui est pressenti, ce qui est voulu comme partenariat. Donc, même si ce n'est pas une méthode scientifique très développée, il y a quand même certains points de méthodologie que je voudrais rappeler avec vous. Donc, ça a été des projets qui ont été tirés de 14 régions, environ 4 à 6 projets par région. Les projets ont été choisis au hasard, sans tenir compte, ce n'est pas juste des projets qui avaient du partenariat. Je vous présenterai la statistique tout à l'heure. Et l'analyse, comme je vous disais, a été faite à partir des formulaires de soumission de projet. Pour la plupart d'entre vous, si vous les avez vus, les outils de dépôt de projet dans les différentes régions, il y a toujours une question liée au partenariat qui demande aux organisations donc de nous dire quel partenariat est prévu dans le cadre de leur projet. Pour faciliter, vous avez vu tout à l'heure la tarte avec les organismes financés. Pour faciliter l'analyse, nous, on les a regroupés en 4 grands secteurs d'organisation, si vous voulez. Communautaires, d'une part, qui regroupent les sociétés Alzheimer, les associations, regroupements de proches aidants. Ça regroupe aussi les centres d'action bénévole, les centres communautaires, etc. Une autre catégorie qui est institutionnelle, donc qui regroupe les acteurs du C3S, les villes, l'Agence de la santé, CHSLD, les centres régionaux, les CRE, conférences régionales des élus, merci, et autres acteurs institutionnels. Ont été mis ensemble aussi les entreprises d'économie sociale et les coopératives de services. Et une dernière catégorie, privée, qui regroupe par exemple les professionnels de la santé, les maisons d'hébergement, des résidences privées, les groupes de médecine familiale. Retenez que parmi ces 4 grandes catégories-là, toutefois, il y a seulement la catégorie des organismes communautaires et les ESAD coopératives qui peuvent déposer des projets
au sein des appuis régionaux. Donc, sur l'ensemble des projets, des 70 projets, 93 avaient des partenariats de planifiés et 7 n'en avaient aucun. Donc, c'est 65 qui en avaient, 5 qui n'en avaient pas. On s'est concentré, bien sûr, sur les 65 qui en avaient. Juste que je pense à coordonner ma main avec mes pages. Donc, première statistique, sur les projets financés, 78 des projets impliquaient un partenaire communautaire. Prenez pour acquis, d'une part, peut-être que ça va vous aider aussi à illustrer la teneur. Sur les 70 projets, il y en a 56 qui rentrent dans les catégories qui ont été déposées par des organisations communautaires et l'autre 14 ou 15, c'est par des entreprises d'économie sociale et ESSAD. Bref, de ces 70 projets-là, donc 78 des projets impliquent un partenaire communautaire. Un même projet peut avoir plus d'un partenariat et donc plus d'un partenaire. C'est normal que ça ne balance pas à 100 avec les autres chiffres. 61 des projets impliquaient le réseau de la santé. Donc, agence, C3S. 23 d'entre eux impliquaient les entreprises d'économie sociale ou les coopératives. Et finalement, 20 des 70 projets impliquaient des acteurs du privé. On va arriver plus loin sur les types de partenariats. Mais si on regarde d'une autre façon les projets, comme je vous disais tout à l'heure, dans les 70 projets, un projet peut avoir plus d'un partenariat. Au total, si on décortiquait tous les partenariats qui sont prévus dans les 70 projets, si vous voulez, c'est une diade, il y a l'organisme dépositaire avec un partenaire, ça nous faisait 235 partenariats. De ces 235 partenariats-là, 41 des relations partenariales, collaborations, étaient entre des organisations communautaires. 27 entre des organismes communautaires et des institutions. Institutions, je vous dirais qu'à 90 c'est des partenaires de la santé. Les villes arrivent à quelques reprises ou d'autres acteurs institutionnels, mais prenons la santé pour acquis. C'est le partenaire principal dans les projets qu'on a analysés. 18 des 235 partenariats étaient entre des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale, 8 entre des organismes communautaires et le secteur privé, 4 entre les ESSAD, coop et les institutions, 1 entre les coops et le privé, un autre 1 entre les ESSAD, coop et l'appui. La plupart du temps, je crois, l'appui, c'était avec, par exemple, les conseillers proches aidants. Et le dernier 1 qui était entre les ESSAD, entre elles. Maintenant, quel type de partenariats sont établis entre les partenaires dans le cadre des projets financés? Toujours sur la même méthode des 235 projets analysés, 32 concernent la référence. Vous allez le voir tout à l'heure, je peux en dire un petit mot tout de même ici. La référence, vous allez avoir cet après-midi des présentations régionales sur des ententes de référence qu'il y a eu entre les groupes. Je vous dirais que dans la plupart des projets que nous, on a analysés, c'est du référencement. Par exemple, dans le formulaire de soumission de projet, on prévoit que tel partenaire va nous amener de la clientèle ou va nous référer des proches aidants. Peu d'entre eux avaient des ententes écrites, signées, de collaboration ou de référencement automatique. 17 toujours sur les 235 partenariats recensés, étaient concernaient les ressources humaines. Ressources humaines, entendez toute collaboration qui implique une ressource, un prêt d'une ressource d'une autre organisation, autre que la formation. La formation, on l'a calculé de façon distincte parce que c'était quand même une marge appréciable. Mais donc, ça peut être pour une ressource, par exemple, pour partir le projet, un organisateur communautaire qui participe à la construction du projet, à la mise en œuvre du projet, à la réalisation de certaines activités, qui va venir donner des conférences, par exemple, l'animation de groupes d'entraide, ce genre de collaboration-là. 5 minutes, parfait. 16 étaient pour la promotion, publicité, diffusion. Encore là, c'est des collaborations où les organisations disent que tel partenaire va les aider à promouvoir leur activité.
Je vais y aller plus rapidement pour les autres, pour avoir le temps de passer à travers mes autres. 15 % des partenariats étaient pour le prêt de locaux et autres ressources matérielles. 8 % pour de la formation, donc former les intervenants qui seront sur le terrain. Par exemple, dans les projets de répit, les intervenants ont à être formés. Souvent, le partenaire privilégié de ce qu'on recense est la Société Alzheimer, mais il y en a d'autres pour des formations PDSB, entre autres, ou ce type de formation-là qui permet aux intervenants d'aller rendre les services. Et autre type de partenariat, répit accessoire. Par exemple, une activité est développée, des groupes d'entraide pour les proches aidants pour permettre aux aidants d'y accéder. Il y a un organisme, un partenariat qui est fait avec une autre organisation pour prendre soin de la personne aidée. Donc, on appelle ça répit accessoire. Et 4 % des partenariats étaient sur le transport, des mesures de transport pour aider à l'accessibilité, et 2 % soutien financier. Je ne vais pas aller trop loin. Donc, si on fait le focus maintenant sur 3 types de partenaires, prenons le réseau de la santé. En quoi, quel type de partenariat, dans quel type de partenariat les partenaires de la santé sont impliqués dans les projets? Le principal, c'est le référencement et les ressources humaines. Vous voyez les pourcentages, 32,5 et 25,3 %. C'est les principales implications du réseau de la santé dans les projets financés par l'appui. Autre type d'implication, collaboration, partenariat, la promotion des projets. La formation d'intervenants vient ensuite avec 14,4 %, le prêt de locaux et d'équipements et le répit accessoire à la fin qui est 3,6 %. Autre type de focus, si vous voulez, par type d'organisme, pour le communautaire. Attendez. Est-ce que je l'ai passé? Oui, pour le communautaire. Donc, référencement toujours vient en premier. 38,5 %. Promotion des projets vient en deuxième. Le prêt de locaux et d'équipements à 15,6 %. Le prêt de ressources humaines, la formation, le transport, le répit accessoire et les contributions financières. Je vais passer rapidement pour respecter le temps et pas empiéter sur le vôtre. Le même exercice pour les ESSAD. Donc, on est dans le répit accessoire, beaucoup, qui est offert dans le partenariat pour les coops et entreprises d'économie sociale, la promotion des projets, le référencement, les ressources humaines et le prêt de locaux et d'équipements. La formation vient ensuite avec la contribution financière, qui est une petite quantité, mais qui est quand même présente. Quelques constats observés sur le terrain. On a demandé, en complément de notre analyse des 70 projets, on a demandé aux directions générales des appuis régionaux de nous donner certaines observations pour le partenariat. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a une grande variabilité dans les développements de partenariats au sein des régions, mais au sein des organisations, au sein des sous-territoires. Il n'y a pas de tendance régionale où il n'y a pas chaque région a ses variabilités. Partenariat prévu versus partenariat concerté, je vous le disais tout à l'heure, on va le vérifier dans les futures éditions de compte. Ce qu'on vous présente, les statistiques qu'on a qui seront disponibles, là je vous ai présenté très vite, mais ils seront disponibles dans les actes du colloque. On est dans l'intention. Ils vont se vérifier et ça fait partie de la reddition de compte à rendre. Autre constat, le processus est de longue haleine. Le développement des projets, la période d'appel de projet se fait sur une période qui varie dans les appuis régionaux d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça peut prendre plus de temps que ça à construire un partenariat. Dans les renouvellements et tout ça, il y aura certainement une évolution. Autre constat, difficulté, c'est ce qui était dit par les directions générales et de leur expérience aussi sur le terrain. Plus grande difficulté à concrétiser des partenariats avec le réseau institutionnel. C'est beaucoup plus facile de faire des partenariats entre organisations communautaires entre elles. Les raisons des difficultés peuvent être multiples. Ça peut être différentes cultures. Ce n'est pas un partenaire plutôt que l'autre qui rend une difficulté. C'est très variable comme difficulté possible. On remarque aussi sur le terrain, un des freins qui peut arriver pour le partenariat, c'est les chasses gardées entre organisations d'un même territoire ou qui ont des missions semblables ou qui se divisent un territoire. Question de protectionnisme, de volonté de vouloir protéger sa clientèle pour protéger son organisation.
Ce qu'on remarque des partenariats de la majorité des partenariats qu'on a recensés, on est plus, je dis partenariat depuis tout à l'heure, mais on est plus dans le domaine de la collaboration que dans le partenariat pur. Dans la présentation qui suivra la mienne, ce sera davantage aborder les différents types ou niveaux de partenariat, collaboration. Donc, on est davantage dans l'addition d'activités dans un même projet que dans la construction et la mise en commun. Mais je ne m'étendrai pas trop là-dessus pour l'instant. Comme je vous dis, dans la présentation suivante, ce sera amplement abordé. En terminant, les défis qu'il nous reste pour les prochaines années, qui touchent au partenariat, mais qui vont aussi plus largement, rejoindre les proches aidants. Vous allez l'entendre dans les présentations, j'en suis sûr, cet après-midi, ça reste le principal défi, rejoindre les proches aidants où ils sont. Autre défi, les sensibiliser. Les sensibiliser eux et la population en général, qui n'est pas du tout étranger avec le premier défi de les rejoindre, c'est qu'avant de pouvoir les mobiliser, les aider, ils doivent se reconnaître en tant que proches aidants. Donc ça, c'est 2 des grands défis. Autre défi pour tous ceux qui veulent soutenir les proches aidants, c'est connaître leurs besoins. L'évaluation peut en faire une partie, mais de rester connecté constamment à apprendre de leurs besoins qui sont multiples. Ce n'est pas un bloc monolithique. Et ça rejoint le défi suivant, qui est le but de mieux comprendre leurs besoins, c'est d'améliorer de façon continue l'offre de services qui leur est destinée, en quantité et en qualité, bien sûr. Autre défi d'envergure, la complémentarité entre les services. Rapidement, c'est bien simple, une organisation ne peut et devrait pas offrir toute la gamme des services. Donc, la complémentarité demeure un défi important et un souci d'optimiser les investissements qui sont faits dans les services. Augmenter le nombre de partenariats et la qualité des partenariats demeure un défi de tous les jours. Tranquillement, puis c'était pas du tout dans une optique de dénigrer, quand je disais tout à l'heure qu'on était beaucoup plus dans la collaboration que dans le partenariat pur. Il y a une évolution qui peut se faire aussi sur une relation partenariale, donc on peut tendre davantage vers ça. Enfin, un autre défi, documenter et partager les bons coups. C'était notre objectif et c'est toujours notre objectif aujourd'hui avec une journée avec la thématique du partenariat. On espère que ça mettra une pierre dans cette construction-là, de s'inspirer, de partager des bons coups et de répandre ces bonnes initiatives-là dans les différentes régions et dans vos organisations. Voilà. Merci beaucoup. Juste avant je ne sais pas s'il y aura des questions, je vais laisser la parole à Bertrand Turbide, qui sera le conférencier de la prochaine présentation et notre animateur pour le reste de la journée. Monsieur Turbide est président de Darvida Conseil, une firme de planification stratégique qui est ici à Montréal, mais qui travaille partout dans différentes régions en planification stratégique. Il a accompagné l'appui national dans plusieurs travaux au cours des dernières années et des appuis régionaux aussi. Vous l'avez, peut-être que certains d'entre vous avaient déjà travaillé avec lui. Il a été directeur aussi des services communautaires et culturels à la ville de Longueuil pendant quelques années. Et autre expérience, bénévole dans le secteur entrepreneurial jeunesse pendant plus de 20 ans. Donc, ça me fait plaisir de lui céder la parole. Bertrand.